Patrick Le Hérik, bonjour. Vous êtes député européen, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. On va revenir avec vous sur la politique européenne en matière de migrants, en matière de réfugiés également. Mais on ne peut pas en parler sans évoquer tout de suite l'Odyssée, cette Odyssée de l'Aquarius dont tout le monde parle tout de même. Ce navire humanitaire, rappelons-le, avec à son bord 629 migrants, qui s'est vu interdire l'entrée et l'accès au port italien par une décision du nouveau ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, et par Malte aussi, par l'État de Malte, et qui a dû attendre entre la côte italienne et Malte que quelqu'un veuille bien l'autoriser à accoster. Finalement, c'est l'Espagne qui a pris cette décision et le navire est en train de faire route à l'heure actuelle vers Valence. C'est-à-dire, est-ce que cette affaire de l'Aquarius n'est pas, j'allais dire, à elle seule révélatrice un peu du fiasco de la politique de l'Union européenne en matière de gestion, comme on dit, des migrants ? Oui, c'est-à-dire que tout ce qui a été expliqué ces derniers temps autour d'une prétendue Europe protectrice ou une Europe qui défend des valeurs particulière est en train de tomber à l'eau. Et certains utilisent par exemple le mot de crise des migrants. Ce n'est pas du tout ni la crise des réfugiés, ni la crise des migrants, ni la crise des exilés. C'est la crise de l'Union européenne qui, comme vous le dites, est en train de se révéler au grand jour. Avec des pays qui plus personne n'est d'accord avec personne. En réalité, c'est cette désunion profonde que met en évidence cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solidarité européenne. La seule chose où le Conseil des chefs d'État et de gouvernement se met d'accord, c'est pour des mesures militaristes et sécuritaires. C'est-à-dire on veut orienter l'argent aujourd'hui non pas vers la main tendue, non pas vers les ponts, mais vers les murs, non pas sur la protection, mais sur des mesures sécuritaires et d'éloignement de celles et ceux qui aujourd'hui cherchent un petit refuge. Conséquence de la politique qui a été mise en place de manière un peu plus rigoureuse, on va dire, il y a maintenant 3 ans par l'Union européenne, qui est en fait un déni de réalité. C'est-à-dire, le problème, c'est d'arrêter, la question, c'est comment on arrête les flux migratoires, comment on fait pour éviter que les migrants arrivent, migrants ou réfugiés, puisqu'il y a des réfugiés de guerre, on l'a vu au Moyen-Orient, etc. Là, on a des réfugiés qui sont aussi des réfugiés de guerre venant d'Afrique, ou des réfugiés qui fuient la famine, etc. On est dans ce cas de figure-là, en réalité. Oui, c'est-à-dire que c'est des choix, des visées de très courte vue, où les dirigeants du monde, et ceux de l'Union européenne particulièrement, ne voient pas les effets des politiques qu'ils conduisent. Les politiques qu'ils conduisent, c'est la famine et la misère qui augmentent, c'est le réchauffement climatique et c'est tous ces actes guerriers qui conduisent des millions et des millions de gens du Sud, notamment sur les routes de l'exil. Alors, paradoxalement, cette affaire de l'Aquarius fait aussi apparaître ses limites quand même, en plus que ses limites, ce fiasco de la politique européenne, on le disait. Et on voit bien en plus qu'il y a d'autres mouvements d'opinion, y compris d'autres décisions qui se prennent, par exemple au niveau des États. On a vu dans l'affaire de l'Aquarius, très spécifiquement sur celle-ci, que des villes comme Palerme, que des villes comme Naples, que l'Espagne aussi en tant que pays, n'étaient pas d'accord avec ce que faisait l'Union européenne et du coup avait une attitude positive dans une conjoncture particulière. La Corse également, on a vu les nationalistes corses dire venez en Corse, nous on ouvre, tout de même, rappelons quand même que la Corse est une île française, mais alors que la France ne disait pas grand-chose, on en parlait tout à l'heure. Elle a refusé plutôt. Elle a refusé, oui, voilà, clairement. Disons qu'on voit par ailleurs qu'il y a des forces en Europe, assez spécifiquement des forces locales, qui elles, au contraire, commencent à avancer des éléments différents pour envisager cette question et régler cette question des migrants. C'est aussi ça que révèle cette histoire. Oui, il y a un mouvement humaniste, un mouvement progressiste, des dirigeants progressistes dans l'Union européenne qui ouvrent plutôt leur cœur aujourd'hui. Mais la situation de l'Italie est une situation qui a été un peu créée par le fait que les dirigeants européens, notamment le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, n'a pas pris les dispositions qu'il fallait prendre en maintenant l'Italie, Malte et la Grèce comme les seuls
pays entrants. Et on a fait même pire, c'est que non seulement on a laissé ces 3 pays seuls accueillir avec toutes les difficultés qu'ils avaient, on n'a pas pris les dispositions pour permettre aux gens d'être répartis sur l'ensemble du continent de l'Union européenne, mais de surcroît, des pays comme le nôtre particulièrement, on renvoie celles et ceux qui arrivent chez nous vers le pays d'accueil, c'est-à-dire vers l'Italie. Donc c'est la manifestation qu'il n'y a pas de solidarité. Alors au fond de tout ça, au niveau européen, enfin au fond, un des éléments en tout cas, on va voir quelle importance il a à l'heure actuelle, c'est effectivement le débat, la discussion sur le fameux règlement de Dublin dont on parle sans arrêt en disant qu'il faut le changer, etc. On rappelle qu'en 2 mots, le règlement de Dublin, c'est là où un réfugié ou un migrant, mais le pays dans lequel il met pied pour la première fois, doit traiter son dossier d'accueil, de demande d'asile, etc. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de solidarité effectivement entre ces pays, entre les autres pays et ces pays d'accueil qui reçoivent les migrants. La Grèce, ça a été la Grèce d'abord, c'est aussi beaucoup l'Italie à l'heure actuelle. Est-ce que réellement, cette modification, c'est un objectif fondamental aujourd'hui en Europe, modifier ce règlement de Dublin et faire que la répartition des migrants se fasse dans tous les pays de manière équitable, entre guillemets, reste à définir ce qu'on entend par équitable. Est-ce que c'est vraiment un verrou qu'il faut faire sauter? Oui, pour le coup, la Commission européenne avait fait, il y a de nombreux mois de ça, des petites avancées, limitées, mais elles existaient. Le Parlement européen a voté un rapport qui est très intéressant, qui pousse à la sécurité, à la sécurisation du parcours du migrant, ne pas le laisser tomber à l'eau comme on le fait aujourd'hui. D'autre part, il propose une modification de ce règlement de Dublin en disant que dès lors que quelqu'un met le pied sur le territoire de l'Union européenne, selon ses affinités, selon le fait qu'il a de la famille dans un des pays, il peut être dirigé vers l'un de ces pays et selon après les possibilités et après un dialogue avec les associations, avec les exilés eux-mêmes, il y a une répartition à partir des choix des exilés et des réfugiés eux-mêmes. C'est un pas plutôt positif comparé à ce que nous connaissons aujourd'hui et à la situation de blocage qui est en cours. Mais est-ce que vous pensez justement que la situation est mûre, entre guillemets, même si ce mot n'est pas bien choisi, pour débloquer cette situation? Pour l'instant, hier encore en séance, la présidence bulgare, la Bulgarie exerce la présidence de l'Union européenne pour les 6 mois qui sont en cours. Elle a mis sur la table un projet de nouveau règlement, mais ce projet ne résout pas du tout les problèmes. Il met un petit peu de souplesse, mais il est totalement inefficace. Et il est question de retirer cette question de la réunion du Conseil européen qui va avoir lieu le 28 et le 29. Et donc il faut se mobiliser pour qu'il y ait des choix humanitaires, humanistes qui soient faits à cette occasion. Un mot sur la France, vous l'évoquiez tout à l'heure. Le gouvernement français a dit hier, la France a pris sa part dans l'accueil des réfugiés. Ce qui est faux. La France est 26e sur 28. Si on voit les statistiques d'Eurostat justement dans l'accueil des réfugiés, le nombre de réfugiés en France est infime par rapport à ce qu'il est dans d'autres pays comme la Suède, l'Autriche, etc. Comment on juge tout de même, comment est-ce que vous jugez l'attitude de la France qui du coup éclaire d'une autre manière cette attitude par rapport à cette affaire qui rééclaire un peu la loi asile et immigration qui est proposée par le gouvernement? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on est en train de sortir de ce qu'il y avait de plus beau dans la tradition française depuis la proclamation du droit à l'asile de 1793 jusque toutes les lois des années 50-53 autour du droit d'asile, c'est-à-dire ces principes constitutionnels et même le respect des conventions internationales sont de moins en moins respectés dans notre pays et c'est en train de poser un drôle de problème, c'est-à-dire nous sommes en train de
changer, nous sommes en train de muter, mais de manière extrêmement régressive, et ceci pour partie est contenu dans la loi Asile et Immigration. Et est-ce qu'au-delà de ces considérations humanitaires telles qu'on les définit ici, ce cadre-là juridique et humanitaire, est-ce que cette question d'immigration n'est pas tout simplement le symptôme d'un monde qui est structurellement et fondamentalement en train de changer? Parce qu'on le sait, ces migrants qui viennent vers l'Europe au péril de leur vie ne retourneront pas. Les raisons qui font qu'ils sont là sont fondamentales et structurelles. Les déséquilibres entre le Nord et Sud, les questions économiques, les questions climatiques, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une accélération qui se fait par l'intermédiaire de cette question des migrants sur les grandes contradictions du monde contemporain et qu'il va bien falloir à un moment donné les aborder de front parce qu'il faut voir la réalité telle qu'elle est à l'heure actuelle? Tout à fait. Si on avait une union solidaire, humaniste, une Union européenne humaniste et solidaire, on serait dans une toute autre logique. Parce qu'il y a les réfugiés et les exilés qui sont le résultat assez terrible des guerres, des réchauffements climatiques, des misères, de la famine et d'une multitude de mouvements qui est en train de se produire. Mais le mouvement d'ailleurs n'est pas essentiellement le sud vers le nord. Il est souvent entre pays du sud. Et ça, il y a derrière ça une grande question qui a à voir avec notre humanité commune et la solidarité qu'on va y créer. Mais il y a un autre phénomène s'agissant des migrations. Les migrations essentielles vers l'Union européenne ne sont pas les migrations du Maghreb et du Proche-Orient. Les migrations essentielles vers l'Union européenne, c'est les Ukrainiens vers la Pologne et les Polonais vers nos pays. Ce sont les entrées de gens des pays asiatiques, notamment des Indiens et des Chinois, vers nos pays, car ils sont à la recherche d'autre chose. Mais à l'intérieur de ce mécanisme-là, est en train de se produire quelque chose d'extrêmement important, c'est que les puissances financières, les employeurs, les grands employeurs, ils utilisent ces phénomènes-là aussi pour faire pression sur la rémunération du travail et sur la sécurité du travail et de l'emploi. Et c'est ça qui est à l'œuvre. Il y a des plaques tectoniques qui sont aujourd'hui à l'œuvre et les seuls gagnants de cela sont les grands sociétés multinationales qui emploient de la main-d'œuvre et qui utilisent ces migrations-là contre les travailleurs européens ou français. Et dans le cadre d'une concurrence telle qu'elle est organisée, telle qu'on l'avait avec la directive détachement des travailleurs, ceci aggrave l'ensemble. Et donc, la question qui nous est posée du point de vue de la solidarité, c'est de créer une alliance nouvelle des travailleurs dans le monde pour les droits sociaux, humains et environnementaux. Et on va terminer là-dessus. On a l'impression, vous le disiez tout à l'heure, que ce genre d'événement, ce genre de phénomène est en train, la compréhension de cette situation-là est en train un peu d'avancer. Si on compare la situation actuelle par rapport à ce qu'elle était, la situation des consciences, on va dire largement, par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années, on se rend compte que se joue là quelque chose de fondamental, je veux dire, pas simplement pour nos avenirs à nous, mais pour l'avenir de l'humanité, tout simplement. Oui, sans doute que chacune et chacun de nos concitoyens autour de nous, dans nos familles, dans nos cages d'escalier, dans nos villages, va se rendre compte de plus en plus que nous vivons dans un monde commun, que nos destins sont liés et l'avenir n'est pas de se battre les uns contre les autres, mais de construire ensemble un monde commun. Patrick Le Hérik, merci.